Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être venus. Donc c'est les conférences de santé de la BU qui sont organisées ici ce soir avec la deuxième conférence de l'année. Donc sur le thème thèse en poche, dans lequel je vais vous présenter finalement ma thèse d'exercice que j'ai un petit peu agrémentée de ma thèse d'université également avec des travaux de recherche. Donc ça va un peu du thème général de du curcuma et de la curcumine vers des sciences appliquées en drug design. Donc l'intitulé, effectivement, c'est l'intitulé de ma thèse d'exercice, qui donc est curcuma et curcumine, de l'histoire aux intérêts thérapeutiques. On m'a demandé d'abord de commencer par mon parcours. Je vais commencer par l'endroit où je suis en poste actuellement. C'est un laboratoire du CNRS de chimie thérapeutique à la faculté de pharmacie de Amiens. Donc là, j'exerce des fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Donc je fais de l'enseignement et de la recherche en chimie thérapeutique. Ensuite, pour mon parcours pharmaceutique, j'ai démarré donc, mes études de pharmacie dans la faculté de pharmacie de Marseille de 2003 à 2010. Donc j'ai fait un cursus classique. Ensuite, j'ai passé l'internat et j'ai commencé mon internat dans le DES, donc diplôme d'études spécialisées innovation pharmaceutique et recherche, d'abord pour une première année en pharmacie hospitalière, donc 6 mois dans l'hôpital de Bayeux et 6 mois à la pharmacie du CHU de Caen. Ensuite, j'ai réalisé un Master 2 recherche en chimie organique à la faculté des sciences et mon stage que j'ai effectué donc, au CERN, au Centre d'études et de recherche sur le médicament de Normandie, qui est un laboratoire de l'UFR Santé. Je me suis dirigé ensuite vers une thèse d'université en 3 ans, pour laquelle j'ai bénéficié également d'une rallonge pour mon internat avec une année recherche qu'on intercale dans les années d'internat. Donc cette thèse d'université a été faite dans la matière pharmacochimie et modélisation moléculaire, toujours au sein du CERN à l'université de Caen. Donc à la fin de mon internat, à la fin de mon cursus classique d'internat, j'ai présenté ma thèse d'exercice qui vaut aussi, donc c'est mon mémoire de diplôme d'études spécialisées et ma thèse d'université. Donc c'est ces deux présentations-là que j'ai mixées aujourd'hui pour vous faire une communication. J'ai fini mon internat avant d'arriver donc à Amiens par une année médaille, on appelle ça une année médaille. C'est donc une année supplémentaire d'internat qui est obtenue sur concours au CHU de Caen, pour laquelle donc, je suis retourné à la pharmacie du CHU pour mener à bien un projet de médico-économie, pour lequel donc, j'ai passé un diplôme d'universitaire dans médico-économie à la faculté de pharmacie de Paris-Descartes. Voilà pour le cursus global. Donc maintenant, je vais enchaîner sur des présentations de ma thèse d'exercice et en même temps des slides de ma thèse de sciences qui sont là pour appuyer vers la synthèse de nouvelles molécules à visée thérapeutique. Donc je vous ai mis les deux diapos de présentation du coup de ces slides. Donc tout d'abord le curcuma, d'accord ? Donc le curcuma, les premiers récits ancestraux remontent à 4000 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, pour son historique, il en est fait état de commerce entre la Chine et l'Inde et l'Europe et l'Inde à partir du XIIIe siècle, après Jésus-Christ. On l'utilise en mélange à partir donc, du XVe siècle. En tout cas, c'est les colons anglais qui ont découvert cette utilisation en aire culinaire. Et en 1737, c'est Linné qui décrit le genre curcuma, donc la plante qui va donner le curcuma. En 1810, on a les premières cultures agricoles à des fins industrielles. Et en 2012, par exemple, l'Inde est le premier producteur mondial avec donc quand même 1 400 000 tonnes de curcuma produits. Donc la plante du curcuma est la curcuma longa, décrite par Linné. C'est une plante qui est d'une hauteur de 60 à 1 mètre, de 60 cm jusqu'à 1 mètre, avec des tiges courtes. Les feuilles ici sont longues, avec des lames elliptiques, et elles sont engainantes directement sur la tige. Les fleurs de ce curcuma sont en épi, donc ce sont des inflorescences disposées sur une quinzaine de centimètres, avec des fleurs vertes à la base, puis violettes, souvent au sommet.
Donc ce sont les rhizomes qui sont exploités dans cette plante et qui seront aussi transformés pour former ce qu'on appelle le curcuma. Donc les rhizomes sont des rhizomes primaires et ils sont aussi assortis de doigts, donc dits rhizomes secondaires. Ils ont une couleur brun jaunâtre à l'extérieur, jaune orangé à l'intérieur. Ils ont une couleur donc particulière, donc, comme je disais, jaune orangé, qui est apportée par les pigments curcuménoïdes. Leur odeur est fortement aromatique et ils ont un goût chaud et amer. Ils sont récoltés 7 à 8 mois après la plantation. Donc ces rhizomes sont transformés par broyage pour avoir ce que l'on connaît le plus, donc la forme pulvérulente sous forme de poudre. Et ils peuvent également être extraits pour donner donc des huiles essentielles. Voyons maintenant leur utilisation. Tout d'abord pour la forme poudre, la forme pulvérulente, donc c'est la plus largement consommée dans l'art culinaire, par exemple en tant qu'épice. Je pense que tout le monde connaît le curcuma, enfin j'imagine. Et dans l'industrie, il fut utilisé pour teinter des textiles. Il est utilisé également en association, donc avec d'autres épices, donc en cuisine dans les currys. Il y a plusieurs types de curry et il y a souvent du curcuma à l'intérieur. Il a été également utilisé en élevage intensif pour limiter l'utilisation d'antibiotiques, comme nous le verrons tout à l'heure, de par ses propriétés anti-infectieuses, et avec le bétel pour réduire certains cancers, dont celui induit par les nitrosamines. Quant à l'huile essentielle, elle a été utilisée comme adjuvant dans des diabètes de type 2, prévention de papillomavirus. Il est également utilisé, préconisé pour répulser les moustiques. On trouve dans cette molécule, dans cette huile essentielle, de l'élémène et de la turmérone, qui ont tous les deux donc, des propriétés connues pour la spondylarthrite ankylosante et antifongique pour la turmérone. Dans la composition du curcuma, on retrouve majoritairement, comme dans tous les tubercules et les rhizomes, de l'amidon, c'est le constituant majoritaire, et des composants chimiques. Donc des dérivés terpéniques tels que l'élémène ici, ou des curcuminoïdes, donc parmi lesquels on retrouve la curcumine. Donc je vais maintenant un peu développer la curcumine, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc tout d'abord, un historique. Donc sa découverte en 1815 a été en fait faite sur l'observation de Vogel et Pelletier qui ont dit que c'était sans doute la matière jaune du curcuma. C'est donc cette molécule qui apporte cette couleur. En 1910, c'est Milobetska et Lamb qui ont défini sa structure, diféruloylméthane. Bon, en 1918, donc la première synthèse chimique. 1949, ses propriétés anti-infectieuses sont découvertes. En 1970, les scientifiques se tournent vers ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. En 1973, ensuite, donc, sa biosynthèse a été élucidée par Rowley et Whiting. En 1980, donc c'est à partir de ces années-là qu'on découvre ses propriétés également anticancéreuses. Et donc, nombre de publications sont apparues à partir de ces années-là. En 1998, donc, comme la curcumine est utilisée dans beaucoup de préparations culinaires en tant que colorant ou arôme, c'est la FDA qui l'a classée comme composé généralement reconnu comme non toxique. Et en 2015, donc, elle a toujours un intérêt en oncologie et en neuropsychiatrie. On retrouve beaucoup d'études encore sur son utilisation. Donc voyons pourquoi cette molécule est intéressante, dont la curcumine est capable d'interagir avec beaucoup de molécules parce qu'elle possède des capacités d'adaptation particulières. Elle peut notamment se lier avec beaucoup de donneurs et d'accepteurs de liaisons hydrogènes parce qu'elle possède de nombreux sites qui sont capables de lui donner ces propriétés-là. Donc là, on la voit dockée dans la tubuline, qui est donc une cible préférentielle des agents cytotoxiques, ou encore dans un peptide bêta-amyloïde. On verra tout à l'heure, c'est un peptide qui nous intéresse dans la maladie d'Alzheimer, et dans une kinase qu'on appelle GSK3-bêta, qui est aussi également une cible d'intérêt dans les stratégies thérapeutiques Alzheimer. Elle est capable également de s'adapter structurellement de par cette structure diféruloylméthane
parce qu'elle peut adapter différentes conformations dans l'espace et ainsi arriver à se fixer différemment sur différentes cibles. Elle est capable de chélater des ions métalliques, comme le fer, le cuivre, le zinc et d'autres, l'aluminium, etc. C'est également un accepteur de Michael, donc ça, je passe. Et donc, en lipophilie, elle est très lipophile, cette molécule, elle est très peu soluble dans l'eau, à raison de 0,03 micromolaire, et elle admet un log de P, compris entre 2,3 et 2,6. C'est la raison pour laquelle cette curcumine, elle est capable d'interagir avec des biomembranes, et de manière assez forte. Et donc, il y a une controverse qui a cours depuis 2010 environ, comme quoi la curcumine est classée parmi les agents qu'on appelle des PAINS. Ce sont des pan-essai interference compound, dont Bael, en 2010, a donné une définition. Enfin, en tout cas, de ce qu'on peut se faire d'idée des PAINS, ce sont des composés pouvant être présentés comme des points de départ potentiels pour une recherche plus poussée, alors que finalement, ils ne possèdent pas vraiment d'activité intrinsèque. C'est-à-dire qu'ils peuvent fausser des tests in vitro par interaction justement avec des récepteurs. Donc ça peut donner des tests faux positifs. Donc suite à ça, en 2017 encore, on retrouve des revues complètement dédiées à donc la curcumine en tant que PAINS, etc. Et tout au long de ce qu'on retrouve dans la littérature, il y a aussi des publications interposées qui viennent contrecarrer toutes ces théories de curcumine complètement inadmissibles dans les essais cliniques, etc. Donc c'est le cas par exemple de Padmanabhan, qui est donc en février 2017 édite une lettre pour reclasser la curcumine et la replacer donc dans les essais dans lesquels elle a été prouvée comme efficace. Donc des essais, par exemple sur la polyarthrite rhumatoïde, la BPCO ou en infectiologie encore et d'autres. Donc chacun fait un peu sa petite polémique. Mais on est là ce soir pour donc, expliquer moléculairement comment la curcumine peut quand même avoir une action, tout du moins qui est bonne pour développer de nouvelles stratégies médicamenteuses. Donc tout d'abord, je vais dire un petit mot de ses propriétés anticancéreuses, parce que c'est quand même une des propriétés pour lesquelles elle a été le plus étudiée. Donc elle est active donc, par ce que je disais tout à l'heure, ses capacités donc sur les récepteurs ERB, ou encore sur des protéines kinases par ses capacités de liaison hydrogène, sur les cyclooxygénases 2, donc elle est capable d'exercer un pouvoir anti-inflammatoire, sur le récepteur à la vitamine D, et encore par fixation à l'ADN directement dans son petit sillon de la double hélice. Je vais beaucoup plus m'attarder et développer ses propriétés sur la maladie d'Alzheimer, puisque ma thèse de science a fait l'objet de la recherche de nouvelles molécules à visée anti-Alzheimer. Donc, la maladie d'Alzheimer, est une maladie qui a été découverte par le neuropsychiatre allemand Alois Alzheimer en 1906. C'est une maladie neurodégénérative, progressive et irréversible, dans laquelle on retrouve un déficit cognitif qui est dit déficit des 4 A pour apraxie, agnosie, aphasie et amnésie. En 2014, il y avait environ 44 millions de patients atteints dans le monde. On en attend 3 fois plus d'ici 2050. Au niveau de la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer, elle est principalement due à des dysagrégations protéiques, c'est-à-dire des défauts d'agrégation protéique. Donc d'une part, on a des plaques séniles qui sont induites par l'agrégation de peptides bêta-amyloïdes, et de l'autre côté, des dégénérescences neurofibrillaires qui sont apportées par une mauvaise agrégation de la protéine tau parce qu'elle est hyperphosphorylée. Ces dégénérescences s'accompagnent et entraînent également dans un contexte de toxicité cellulaire neuro-inflammatoire avec des cations métalliques et un stress oxydant sous-jacent. Donc, ces problèmes physiopathologiques engendrent préférentiellement des problèmes dans les voies cholinergiques. Je vais rentrer maintenant dans les anomalies moléculaires de la pathologie Alzheimer, en parlant tout d'abord de l'hypothèse de la cascade amyloïde. Cette cascade amyloïde a donc pour origine une protéine qui est insérée dans la membrane des neurones qui s'appelle
la protéine précurseur de l'amyloïde, ou APP. Cette APP peut être clivée selon deux modes différents, en parallèle. Donc une voie qui est dite non amyloïdogénique, qui ne va pas produire de peptide Abeta, sous l'action d'une enzyme qui s'appelle l'alpha-sécrétase. Elle va relarguer alors un peptide qui est appelé SAPP-alpha, qui est un peptide qui est neuroprotecteur et neurotrophique. En parallèle de cette voie, on a une voie amyloïdogénique qui va, elle, être génératrice de peptide Abeta sous l'action donc de bêta et de gamma-sécrétase sur l'APP. En situation physiologique, chez le sujet jeune, c'est donc au profit du peptide neuroprotecteur que cette APP est clivée. Alors que chez le sujet âgé, en situation physiologique encore, c'est au niveau, donc plutôt, les gamma et les bêta-sécrétases qui sont actives. Donc on a un surplus de production d'Abeta. Et donc dans la pathologie Alzheimer, on assiste à une accumulation de ce peptide Abeta. Ce peptide Abeta est accumulé parce qu'il y a soit un défaut de clairance de ce peptide, soit un défaut d'élimination, soit une surproduction. Il va alors s'agréger et former les plaques séniles qu'on a vues tout à l'heure. Le peptide Abeta 42, on va revenir dessus, donc c'est celui qui a le plus tendance à s'agréger, car par rapport à un autre peptide, il est beaucoup plus stable dans sa conformation. Au niveau de sa cinétique d'agrégation, ce sont des plateaux donc oligomériques, c'est-à-dire des phases qui vont durer très longtemps entre l'agrégation des phases bêta, B et C lorsqu'on a des petits agrégats, donc des oligomères. Ensuite, ces oligomères vont s'associer en fibrilles, ici c'est l'étape D, qui vont encore s'associer entre elles pour former des plaques bêta-amyloïdes, des plaques séniles. La séquence impliquée dans cette agrégation, c'est une séquence peptidique qui est au milieu donc, de ce peptide Abeta 1,42 qui va favoriser l'agrégation. C'est une séquence qui a été identifiée comme étant responsable de l'agrégation de ces peptides. C'est donc cette séquence qui est souvent la cible privilégiée de molécules contre la maladie d'Alzheimer. Au niveau de la toxicité de ces formes, ce sont donc les formes oligomériques qui sont les plus toxiques. C'est donc les petites formes des phases B et C, parce qu'elles sont accumulées souvent à la surface membranaire dans ce qu'on appelle des radeaux lipidiques. Donc sur les cellules, on retrouve ici des accumulations et qui vont former finalement des pores membranaires par lesquels on va pouvoir assister à un déversement de matériel cellulaire vers l'extérieur de la cellule, et donc pour aboutir à une mort cellulaire. À côté de cette cascade amyloïde, il y a ce qu'on appelle la pathologie de la protéine Tau, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont, elles, à l'origine des dégénérescences neurofibrillaires. Donc la protéine Tau, en temps normal, en physiologie, elle est associée aux microtubules. C'est une protéine qui assure le maintien structural des neurones et surtout qui a un rôle à jouer dans les axones, du corps du neurone vers les dendrites. Donc en situation Alzheimer, elle est hyperphosphorylée parce qu'il y a une kinase qui s'appelle GSK3-bêta qui va avoir une trop forte activité. Donc cette kinase, une fois qu'elle a exercé son action donc, de phosphorylation sur cette protéine, la protéine est détachée du microtubule. Donc elle ne va plus pouvoir exercer sa stabilisation de microtubule et elle va donc adapter une conformation bien particulière, ici, donc, qui va pouvoir mettre à nu une séquence qui est elle aussi incriminée dans l'agrégation de la protéine Tau, qui est une séquence de 6 peptides à la manière de ce qu'on avait vu dans bêta, qui est donc la séquence PHF6 ou VQI-VYK. Ce sont des abréviations d'acides aminés. Donc là encore, de par ce défaut d'agrégation, ce surplus d'agrégation, on va assister à une dégénérescence du neurone par repli sur lui-même qui ne pourra plus s'alimenter et qui va donc mourir, tout simplement. Donc associé donc, à ces cascades amyloïdes et à cette pathologie Tau, on retrouve également donc, un contexte de toxicité cellulaire neuro-inflammatoire qui est donc engendré par ces dysfonctions, mais qui va également entretenir le problème de dysagrégation. Donc en fait, vous avez compris, c'est un cycle un petit peu qui est difficilement enrayable, mais c'est un cycle.
Et donc tout ceci engendre, comme je le disais, la dégénérescence neuronale irréversible qu'on le rencontre dans la pathologie Alzheimer. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché au niveau des traitements Alzheimer? Donc tout d'abord, pas grand-chose déjà. Il n'y a que quelques molécules qui visent, comme je disais tout à l'heure, à rétablir des fonctions cholinergiques, puisque ce sont les neurones qui sont d'abord atteints par cette dégénérescence. Donc aujourd'hui, on voit ici les médicaments avec AMM, donc l'Aricept, l'Exelon, le Réminil et les Bixa. La tacrine a été retirée pour toxicité. Donc il existe dans cette maladie, je vous l'avais bien compris, de nombreuses anomalies moléculaires et il y a donc de nombreux médicaments qui sont aujourd'hui à l'étude dans des essais cliniques. On va pouvoir retrouver beaucoup donc, de cibles identifiées par la connaissance des anomalies moléculaires de la maladie. Donc des cibles sur la pathologie amyloïde, également sur la protéine tau et aussi de nombreux facteurs qui peuvent agir sur la neurotoxicité globale. Le problème, c'est que les essais cliniques qui ont été développés sur ces stratégies se sont retrouvés en insuffisance d'efficacité clinique. Donc, sans doute à cause du fait que chaque thérapie ne vise qu'une seule cible. Donc, qu'est-ce qui a été proposé pour cela? C'est d'avoir donc des interventions dites pléiotropes. Donc, pour faire ces interventions de pléiotropes, on a plusieurs moyens. Tout d'abord, c'est de faire ce qu'on appelle des cocktails médicamenteux. Ce sont des techniques qui donc visent, comme tout le monde le sait, à associer deux principes actifs différents dans deux formulations galéniques différentes, dont chacun apporte va cibler une cible moléculaire et va apporter son lot d'effets indésirables. Ceci va engendrer souvent des défauts d'observance, c'est-à-dire que les patients ne vont pas être enclins à prendre comme il faut leurs médicaments et vont potentiellement augmenter le risque iatrogène, puisqu'on associe des effets indésirables entre eux. Une première solution a été donnée pour améliorer l'observance, c'est la solution d'une formulation galénique unique. Donc là, au niveau des exemples, aujourd'hui sur le marché, nous avons beaucoup de médicaments dans l'hypertension artérielle, par exemple, ou encore, bien sûr, dans la pathologie VIH. Un autre moyen est d'avoir ce qu'on appelle une stratégie multi-target directed ligand. C'est-à-dire qu'on a fait une seule molécule qui va être, elle, capable d'aller cibler deux cibles, ou plus. Et donc, on va se retrouver avec une synergie d'action apportée par un seul composé, et ça va également limiter les effets indésirables possibles de cette molécule. Donc, souvent, on retrouve associé à ces molécules-là une meilleure efficacité clinique. Il y en a un aujourd'hui qui dispose d'une AMM, c'est un inhibiteur de tyrosine kinase, qui est le crizotinib, qui est donc, lui, prescrit pour traiter des cancers pulmonaires. Il existe donc des NTDL de synthèse, comme je vous l'ai dit. Donc là, on va rentrer dans la pathologie Alzheimer, qui donc a fait développer des NTDL de synthèse, dont certains sont en essai clinique. C'est le cas, par exemple, du ladostigil. Donc lui, il est capable d'aller inhiber l'acétylcholine et en même temps les monoamine oxydases A et B. Ce ladostigil, donc sa capacité inhibitrice de l'acétylcholinestérase lui a été donnée par analogie structurale avec l'arivastigmine, qui est un composé aussi disposant d'une AMM aujourd'hui, et par une deuxième analogie structurale avec l'azilect, également utilisé, mais dans d'autres pathologies. Il existe également d'autres médicaments, comme par exemple un médicament qui a été développé et qui est en cours de développement au sein du CERN, qui est le donécopride. C'est un ligand dual agoniste partiel des récepteurs à la sérotonine, dont je n'ai pas encore parlé ici, je n'en parlerai pas. Et il est également inhibiteur de l'acétylcholinestérase. Donc il a d'une part des propriétés donc, qui sont agonistes des récepteurs à la sérotonine, qui lui sont données par une molécule qui s'appelle RS67333, par analogie ici structurale en bleu, et une analogie structurale avec le donépésil, qui lui confère des propriétés inhibiteurs de l'acétylcholinestérase.
Il existe également des produits naturels, dits pléiotropes, comme les MTDL de synthèse. On en retrouve aussi, bien sûr, dans le milieu naturel. C'est le cas du resveratrol. Le resveratrol a été aussi fait l'objet de beaucoup d'essais cliniques dans la pathologie Alzheimer. Mais comme vous l'avez compris, on ne va pas parler du resveratrol aujourd'hui. Le sujet de ma thèse de science était la curcumine, donc on va plutôt parler de la curcumine, qui est aussi un agent pléiotrope naturel dont les propriétés peuvent être mises à profit dans la maladie d'Alzheimer. Je vais donc maintenant vous expliquer pourquoi. Donc cette curcumine, elle va être donc capable d'inhiber, souvenez-vous, la bêta-sécrétase, qui, elle, est responsable de la production de peptides bêta. C'est une enzyme, donc pardon, c'est la curcumine qui va pouvoir inhiber directement cette enzyme, et également pouvoir inhiber indirectement cette enzyme par diminution de son expression génique. Donc ça a été prouvé par Ono et Rao. Elle est également directement inhibitrice de la cascade amyloïde parce qu'elle va empêcher les peptides A-bêta de s'agréger. Donc d'une part, elle les empêche de s'agréger, ici, et d'autre part, elle est capable de désintégrer les fibres qui sont formées au préalable. Donc la curcumine a également un effet sur la protéine Tau par inhibition directe de son agrégation, donc directement dans les fibres Tau, et elle est capable donc aussi d'inhiber directement la cause de l'agrégation des protéines Tau, parce qu'elle va agir sur la kinase GSK3, qui est, elle, responsable de la phosphorylation, par fixation directe sur son site d'hydrolyse à l'ATP. Elle va également avoir des actions sur l'environnement neuronal, comme je le disais tout à l'heure, car elle est antioxydante, antiradicale libre et chélatante de métaux. Mais vous me direz, pourquoi aujourd'hui cette curcumine n'est pas prescrite par vos médecins pour vous préserver de cette maladie Alzheimer ou autre? Eh bien, une des réponses réside dans sa biodisponibilité. Donc la biodisponibilité, c'est le fait qu'une molécule puisse être biodisponible, c'est-à-dire disponible sur son lieu d'action dans les cellules ou dans les organes qui sont visés. Or, la curcumine, au niveau de son absorption, on a des données qui nous disent qu'elle est très peu biodisponible, puisque après une dose de charge donc de 2 grammes, qui est quand même assez conséquente, on retrouve une concentration maximale de presque rien, donc 0,006 microgrammes par millilitre, c'est quasiment rien. En comparaison, on peut prendre le lorazépam, qui après une dose de charge, donc c'est une benzodiazépine qui est avisée sur le système nerveux central, après une dose de charge de 1 mg, on y retrouve 0,025 microgrammes par millilitre. Ensuite, on a peu de données de distribution et un fort métabolisme de cette curcumine, puisque finalement, c'est le métabolisme qui va expliquer les premiers résultats trouvés sur son absorption, puisqu'en fait, elle va être absorbée au final, et en fait, elle va être très rapidement métabolisée par le foie, donc conjuguée par des phases 2, par des réactions de phase 2, ou alors réduite. Toutes ces transformations vont aboutir à son inactivation. Et donc, elle ne pourra plus exercer ses propriétés. Donc également, on a très peu de données d'élimination, puisqu'elle est très vite métabolisée. Un autre problème de cette curcumine, c'est sa stabilité. C'est un composé qui est très réactif, donc elle va avoir de nombreuses possibilités d'être dégradée avec son contact avec l'environnement. Donc par exemple, solvolyse, donc ça c'est comme un peu l'hydrolyse quand elle est dans l'eau, ou la photosensibilité, donc à la lumière, où elle peut être également oxydée par l'oxygène ambiant. Ceci va encore engendrer un problème d'activité et aussi, si jamais on avait voulu faire des médicaments, des problèmes de conservation. D'accord ? Donc des solutions ont quand même été proposées pour rendre cette curcumine quand même disponible, et tout d'abord avec la co-administration d'adjuvants. C'est-à-dire qu'on va donner au patient, en même temps que la curcumine, par exemple de la piperine, qui est un autre extrait naturel du poivre noir, et à raison de 20 mg, cette piperine va pouvoir augmenter la biodisponibilité de la curcumine à 2000%.
Elle va également pouvoir augmenter sa distribution dans le SNC, donc le système nerveux central. Car la pipérine est un inhibiteur de la glucuronoconjugaison hépatique, c'est donc le principal mode de dégradation de la curcumine. On retrouve également des situations de co-administration d'adjuvants, comme avec la quercétine ou encore l'épigalocatéchine galate. Donc, une autre solution proposée, c'est soit de protéger la curcumine du milieu extérieur pour qu'elle puisse aller être distribuée sur les organes cibles, ou encore qu'elle soit vectorisée directement vers les organes cibles. Donc, on retrouve par exemple des nano-émulsions muco-adhésives, qui sont donc finalement des sprays nasaux qu'on peut donc voir par voie intranasale. Et on a prouvé que les nano-émulsions muco-adhésives peuvent donc entraîner une augmentation de la biodisponibilité au niveau du système nerveux central de la curcumine. On a également des procédés de galénique à base de micelles, à base de caséine, qui sont gélifiés en milieu acide. Donc la curcumine serait insérée dans des micelles de caséine, dans le pH acide de l'estomac, elle serait protégée, et ensuite serait relarguée au niveau duodénal pour augmenter son absorption. On retrouve également d'autres procédés innovants, donc effectivement il y en a beaucoup, donc j'ai choisi de vous en présenter que 3, dont un ici qui a prouvé des efficacités in vitro et in vivo, qui a été utilisé sur les cellules cancéreuses. Puisqu'en fait, c'est donc à base de micelles triphasiques, donc, qui sont faites de 3 parties différentes, qui vont avoir un tropisme à se contracter particulièrement dans les cellules cancéreuses. Parce que les cellules cancéreuses, à la différence d'une cellule normale, elle a un hypermétabolisme. C'est une cellule qui va énormément travailler, et donc elle a un pH un peu plus acide que le pH des cellules normales. Or, donc, à la rencontre de ce pH acide, donc la micelle contenant la curcumine va se contracter et relarguer dans la cellule directement la curcumine. On peut voir donc ici, sur ces images in vitro, que lorsqu'on injecte les micelles triphasiques chargées en curcumine dans des cellules cancéreuses, donc dont le pH est à 6,5, on a une augmentation de la fluorescence. Et également, donc ici, chez cette souris qui est porteuse de tumeurs, on observe à 48 heures une fluorescence augmentée dans la micelle triphasique par rapport à la micelle qui est dite diphasique. Donc d'autres solutions s'offrent à cette recherche sur la maladie d'Alzheimer pour contrecarrer ses effets néfastes de l'environnement sur la curcumine. C'est finalement de transformer la curcumine en analogue. C'est-à-dire qu'on va faire des analogues de curcumine dont les enjeux sont de conserver ses propriétés intéressantes dans la pathologie Alzheimer ou autre, et de s'affranchir des problèmes qui sont liés à sa stabilité et à sa biodisponibilité. C'était donc le sujet de ma thèse d'université, dont donc le sujet c'était conception, synthèse et évaluation biologique de nouveaux analogues de la curcumine, potentiels agents pléiotropes, d'intérêt thérapeutique dans la maladie d'Alzheimer. Donc la genèse du projet était donc d'arriver à conserver des propriétés qui nous semblaient essentielles pour remplir les fonctions contre la pathologie amyloïde, la pathologie tau et des facteurs de neurotoxicité globale de la curcumine. Pour cela, nous avons pensé à garder les propriétés qui sont apportées par les polyphénols naturels, donc qui sont très actifs sur l'agrégation ou encore sur les radicaux libres et les actions chélatrices de métaux, qui seraient combinées avec ce qu'on a retrouvé dans la littérature d'un chercheur qui s'appelle Reinke, qui a donc fixé des règles de disposition dans l'espace de requis structuraux pour aller fixer au mieux les plaques amyloïdes. Donc ces chercheurs ont dit qu'il fallait qu'il y ait 2 noyaux, ici aromatiques, R1 et R2, qui soient espacés par un linker, donc par analogie à la curcumine, qui soit avec une distance ici comprise entre 8 et 16 angstroms. Nous avions au laboratoire disposé dans ce modèle-là la possibilité de synthétiser des composés qu'on appelle phénylbenzylidène pyrolysinone, qui sont
qui peuvent, en tout cas, par analogie structurale, exercer les mêmes fonctions que la curcumine et être également plus résistantes que la curcumine face aux agressions du milieu extérieur. Nous avons donc mis à profit le savoir du CERN en chimie, en synthèse chimique, pour arriver à ce style de composé à partir d'acides bêta-aminés diversement substitués. Pour cela, nous avons fait plusieurs étapes de synthèse. Donc c'était ça le gros du travail de la thèse, en volume horaire, on va dire, parce que le concept, ok, et après, il fallait quand même faire tous ces composés. Donc voilà quelques étapes de rétrosynthèse, avec ici une étape clé qui était la formation de ce noyau ici, pyrolysinone, à partir de différents bêta-acides aminés qui étaient diversement ici décorés. Donc l'étape clé, c'était donc d'avoir ce noyau hétérocyclique. Donc il était disponible, on a réalisé cette synthèse en 4 étapes à partir de benzaldéhydes qui étaient diversement substitués. Nous avons réalisé la synthèse de 22 composés originaux qui ont tous été, en tout cas, testés pour leurs différentes propriétés neuroprotectrices, donc vis-à-vis d'abord de l'inhibition de l'agrégation bêta-amyloïde, de leur pouvoir complexant de métaux, une activité également qui sera évaluée d'anti-radicaux libres, et leur protection, leur capacité à protéger les lipides membranaires. Les premiers paramètres de drugabilité ont aussi été testés, comme leur solubilité, leur log de P, leur perméabilité membranaire vis-à-vis des barrières hémato-encéphaliques et gastro-intestinales, et également leur stabilité en solution. Un dernier profil de sécurité a été donc évalué par rapport à leur cytotoxicité. Pour s'assurer aussi, donc comme la curcumine était un produit cytotoxique, nous ne voulions pas non plus faire aussi des produits cytotoxiques. On ne peut pas traiter des patients Alzheimer avec des produits cytotoxiques. Pardon. Donc là, je vous ai passé toutes les étapes de synthèse, etc. Et j'ai choisi de vous présenter qu'un seul composé qu'on a publié déjà, qui était donc un des meilleurs de la série, qui possède ici une capacité d'inhibition de l'agrégation bêta-amyloïde à hauteur de 30% environ. Par rapport à la curcumine, c'est à peu près la moitié de son pouvoir. Ensuite, donc, des PPH tests, c'est un test antioxydant général, très global, même réalisé sur des chaînes de production de jus d'orange, par exemple, pour savoir s'il y a assez de vitamine C dans le jus d'orange. Donc, c'est un test très standard pour évaluer la capacité antioxydante de composés. Ensuite, on a testé les capacités à piéger les radicaux N-oxydes, puisque les radicaux N-oxydes sont impliqués dans l'inflammation également, et la capacité de nos composés à pouvoir limiter la peroxydation lipidique. Donc, pourquoi les lipides? Parce que les cellules, leur membrane est majoritairement constituée de lipides. Nous avons également donc testé les capacités chélatrices des métaux sur le cuivre de ces composés. Il s'est avéré que donc, notre composé ici présent a été un des meilleurs résultats de la synthèse. Ensuite, donc, ça c'était les effets neuroprotecteurs. On a également testé ces composés sur leurs effets, sur leur drugabilité. Paramètre de drugabilité, c'est un peu comme la biodisponibilité. Donc la solubilité de ce composé, je ne l'ai pas présenté là, mais elle est environ augmentée de 300 fois par rapport à celle de la curcumine. On a une bonne perméabilité membranaire, donc je vous passe les détails des tests, et donc on a un très bon log de P et une bonne stabilité, parce qu'on n'a pas de dégradation par rapport à la curcumine, dans un tampon stabilisé à pH 7,4. Et on a également une cytotoxicité qui est nulle par rapport à celle de la curcumine sur des cellules dites de carcinomes buccaux, qui sont des lignées cellulaires assez résistantes de cancer. Donc voilà, on a eu une première publication qui a été faite autour de composés qui sont dits ici insaturés, ils possèdent une double liaison. Et nous avons également, donc depuis peu,
publié la suite, la deuxième partie des travaux de thèse qui visait à augmenter encore l'activité du composé que je vous ai montré, avec donc d'autres manipulations chimiques qui visaient donc ici à augmenter cet écart entre les deux noyaux aromatiques, puisque il semblait que notre composé était assez insuffisant sur bêta-amyloïde par rapport à la curcumine. Donc rappelez-vous, c'était la moitié environ. Et nous avons voulu donc plus correspondre aux règles qu'avait fixées Reinke sur le peptide bêta-amyloïde, par donc une possibilité d'écartement un peu plus grande de ces deux cycles. Et nous avons réussi donc à augmenter les capacités de ces composés à inhiber l'agrégation bêta-amyloïde. Donc là, j'avais mis que la publi était soumise, or elle vient d'être acceptée, c'était hier soir, je crois, avant-hier soir. Voilà. Donc merci à tout le monde qui a participé donc, à ces travaux. Hein. Effectivement, on était très nombreux engagés dans ce projet, puisqu'il y avait de nombreux tests à faire. Donc ça, c'est l'équipe du CERN. Et donc je vous remercie, vous, pour votre attention, et je peux répondre à vos questions.